he stumbled into faith and thought, God, this is all there is. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. D'abord, Dames und Herren, goedemiddag. Et pour un gars du Sud, c'est pas facile à dire, incroyable. Donc, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour parler d'un sujet malheureusement d'actualité. C'est la place de celles et ceux qui entreprennent dans l'économie et surtout de la place que l'optimisme peut prendre dans cette dynamique-là. Je dis souvent à mes étudiants, si vous ne pensez pas que l'optimisme puisse aider à la réussite, essayez donc avec le pessimisme. Vous savez, c'est Georges Bernanos, le grand écrivain, qui disait dans le fond, la seule différence qu'il y a entre un optimiste et un pessimiste, c'est effectivement que l'optimiste est un imbécile heureux, alors que le pessimiste n'est qu'un imbécile triste. Je trouve que c'est une bonne raison quand même aujourd'hui de revisiter ce qui nous est arrivé entre autres cette dernière année. Ces 2 dernières années, je crois que nous avons assisté à la victoire, un peu amère peut-être, mais quand même à la victoire des entrepreneurs sur les financiers. Je ne vais pas vous parler d'économie, on pourrait parler d'économie, mais je voudrais qu'on jette un regard d'optimiste et de philosophe sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Quand on regarde par exemple la crise des subprimes, dont vous avez tous entendu parler, quelle est dans le fond la signification philosophique de la crise des subprimes? D'abord c'est un grand scandale moral. La crise des subprimes, ça a consisté à faire croire à des gens qui étaient pauvres qu'ils étaient riches. Non pas qu'ils pouvaient devenir riches, ça serait honnête. Non, vous êtes pauvre, mais c'est pas grave, signez là, bravo monsieur, maintenant vous êtes riche. Et donc, laissez croire à des gens qui étaient pauvres qu'ils étaient riches, et en plus, sans contrepartie, sans effort particulier, si ce n'est de celui de signer un papier qui était bien sûr complètement bidon. Et c'est donc, moralement, c'était très scandaleux. C'était à la fois scandaleux par rapport à cette idée qu'on peut s'enrichir sans contrepartie, et puis l'idée qu'on peut évoluer dans la vie en général sans prendre de risques. Une deuxième chose qui est arrivée, ça a été la bulle. À partir de 2008, la bulle. Et ça nous a rappelé philosophiquement que dans une bulle, effectivement, il y a du savon. Mais il ne faut jamais oublier que dans la bulle, et ce que je vais vous dire est très profond, le savon n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire qu'aussi grosse que soit la bulle, ça reste une bulle, elle n'a pas d'existence en dehors du vide qui la compose. Je vous laisse réfléchir là-dessus pour la pause. Hein? Et enfin, la troisième chose qui nous est arrivée, ça a été la récession dans laquelle on était. On a cru qu'on en sortait, on est en train d'y retomber, peut-être qu'on en sortira, on ne sait pas trop. Ce que cette récession nous apprend, et j'ai été très frappé par ce qu'a dit Luc Simonet tout à l'heure par rapport au bien, préférer le lien au bien. Et surtout préférer le temps long au temps court. Ce que nous apprend la crise que nous vivons aujourd'hui, elle nous apprend 2 choses. D'abord, elle nous apprend que le temps ne respecte pas et ne respectera jamais ce qui s'est fait sans lui. Les choses qui se font trop vite ne se fixent pas. Se muscler trop vite, ça ne marche pas. S'enrichir trop vite, c'est généralement louche. Apprendre trop vite, je peux vous le dire, c'est le prof qui parle, on oublie après l'examen ce qu'on a appris dans les 48 heures qui ont précédé. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est-à-dire que les enseignements philosophiques de cette crise, par rapport au risque, par rapport à la bulle, au fait de confondre le contenant et le contenu, par rapport au temps, montrent que, philosophiquement, ce sont les entrepreneurs, dans le monde dans lequel nous vivons, ce sont les entrepreneurs qui ont raison. Mais c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est bien évidemment un homme ou une femme qui crée une entreprise. C'est ce dont on parle. Les magazines en sont pleins. Mais l'entrepreneur, c'est aussi celui qui reprend une entreprise, celui qui va la racheter, celui qui va, en tant que dirigeant, prendre les rênes, à un moment donné, d'une structure. Ça peut même être parfois l'entrepreneur, celui ou celle qui va entreprendre en interne. Il est un chef de projet, il dirige une réorganisation, il devient un intrapreneur, il va créer à l'intérieur de l'entreprise une activité qui créera derrière de la valeur. Bien évidemment, l'économie est pleine d'entrepreneurs, mais il n'y a pas que l'économie. Dans des quartiers, des travailleurs sociaux, des militants associatifs, des éducateurs, des patrons d'hôpitaux, de lycées, des mères de famille, des pères de famille aussi, sont des gens qui, dans leur vie quotidienne, véritablement entreprennent, c'est-à-dire décident de créer quelque chose de nouveau là où
il n'y avait rien. Quelle est la meilleure définition de l'entrepreneur? Créer quelque chose de toute nature, et si possible à valeur ajoutée, pas uniquement économique, là où, a priori, il n'y avait rien. Et donc, ce qui est essentiel, j'aime beaucoup cette phrase qui consiste à dire que l'optimiste construit des ponts au-dessus d'abîmes devant lesquels le pessimiste ne sait que faire. Ça signifie qu'il n'y a pas d'alternative. Et pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans la philosophie du mouvement de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique et d'Optimistes sans frontières, c'est que, après avoir discuté avec mes amis, je pense que cette idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative à la construction d'un monde meilleur, que ce soit pour soi, pour les autres, ceux qui nous entourent, ou pour l'ensemble de la cité. Et les entrepreneurs, l'esprit entrepreneurial, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'esprit entrepreneurial? L'esprit entrepreneurial, c'est d'abord une philosophie de vie qui part de l'idée que pour créer de la valeur dans le monde, il faut inventer. Il faut innover à partir de quelque chose qui n'existe pas encore. C'est probablement la première des valeurs. Inventer une nouvelle façon de faire. La deuxième valeur, c'est d'utiliser l'intérieur pour changer l'extérieur. Utiliser les ressources internes, les communiquer à autrui, on appellera ça la passion, l'enthousiasme, l'optimisme, de façon à mobiliser et à acquérir davantage de ressources extérieures, qu'on appellera l'argent, les moyens informatiques, des supports politiques, pourquoi pas, de l'information, des données, qui nous permettront de contribuer à changer. La troisième idée, qui m'est très chère, c'est que l'esprit entrepreneurial consiste à regarder le monde comme étant avant tout un potentiel de situation, un potentiel d'action à mener. En permanence, au quotidien, il y a des failles. Et on va rentrer dans ces failles, et grâce à ça, on va créer quelque chose de nouveau. Et puis enfin, l'esprit entrepreneurial est un esprit fondamentalement marqué, comme toute l'histoire de l'humanité, par la notion de risque. C'est-à-dire que celui qui, ou celle qui innove, à travers des opportunités, en mobilisant des ressources et en acceptant de prendre un certain nombre de risques, celui-là qui travaille en entreprise, en milieu social, dans des environnements d'éducation, dans la cité, dans sa vie quotidienne tout simplement, on peut dire qu'il est ou qu'elle est un entrepreneur. Fonctionner en entrepreneur, c'est dans sa tête fonctionner à partir d'un certain nombre de principes de base. Dans le fond, un entrepreneur, c'est un empêcheur de végéter en rond. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'agacer son entourage par son esprit d'indépendance. L'entrepreneur fait parfois preuve d'une confiance en lui-même absolument insupportable. En plus, c'est un type ou une fille qui a tout le temps des projets. C'est quelqu'un qui, en plus, prend des risques et en fait prendre aux autres. Quand il tombe, il fait comme Guibert tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tomber comme tout le monde, il tombe plus haut. Donc, il insiste. Alors, bien sûr, on lui dit, mais enfin, mais pour qui tu te prends? Enfin, tu crois que tu peux dépasser les montagnes? Il dit, mais je vous le confirme. Absolument. Un véritable entrepreneur a un vrai sentiment de contrôle. Et puis, bien évidemment, ce qui a le don d'agacer les mauvais coucheurs, les cyniques et l'ensemble des sceptiques, c'est en plus quelqu'un qui est optimiste. Alors, bien sûr, voilà, c'est cette idée aussi que l'entrepreneur nous prouve que le contraire de la réussite, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas l'échec. L'entrepreneur est le premier à vous dire, non pas du tout, le contraire de la réussite, c'est la stagnation, c'est le renoncement, éventuellement, mais l'échec, je dirais, est une variable parmi d'autres. Saint-Exupéry a été cité tout à l'heure, une magnifique phrase de Saint-Exupéry qui illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler l'état d'esprit entrepreneurial. L'important dans la vie, c'est de suivre sa pente, à condition que ce soit en montant. Bon. À partir de là, le chercheur en sciences de gestion, le professeur d'université, se dit, mais attends, cet optimisme qui nous rassemble tous aujourd'hui, soyons très sérieux, est-ce que c'est vraiment un facteur clé de succès pour l'entrepreneur? Et donc on a fait des recherches. Beaucoup de travaux ont été menés, aux États-Unis, au Canada, en Europe maintenant, on s'y met un peu. Et alors là, parce qu'il faut être honnête, quand on regarde de très près la recherche en matière d'entrepreneuriat et d'optimisme, on fait des découvertes un peu étonnantes. He stumbled into faith and thought, God, this is all there is.